Ce programme vous est offert par Illico Cash. Il faut rester vigilant quant au processus initié par Doha et Washington. C'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie belge Maxime Prévost à l'issue des échanges avec le président Félix Tshisekedi à Kinshasa. Malgré la condamnation à mort des 7 bandits armés auteurs de braquage au bistrot du boxeur Martin Bacolé le mois dernier, un autre cas de braquage a été signalé dans un shop de mobile money à Lemba hier lundi. En sport, début ce mardi de demi-finale de la Ligue des champions européenne avec une grande rencontre à l'affiche Arsenal-PSG pour la phase aller. Le FC Barcelone jouera l'Inter Milan demain mercredi 30 avril. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Il faut rester vigilant quant au processus initié par Doha et Washington. C'est ce que pense le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, qui a été reçu par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, auprès de qui il a plaidé en faveur de l'initiative de la SANCO et de l'ECC pour la paix. Et justement, l'initiative du pacte social pour la paix en RDC dans les régions portées par le religieux congolais a été appréciée par le ministre qatari des Affaires étrangères, Mohamed bin Abdulaziz. Le ministre qatari l'a déclaré lors des échanges avec la délégation de la conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo en mission diplomatique à Doha. Le chef de la diplomatie qatarienne a salué l'engagement des religieux congolais pour la paix et la cohésion nationale. Il a en retour réaffirmé l'appui de l'État du Qatar aux efforts déployés par la RDC, insistant sur la nécessité de privilégier les dialogues, le respect du droit international et des moyens pacifiques pour résoudre les différends. Pendant ce temps, le président américain, lui, croit au retour de la paix au Rwanda et en RDC. Donald Trump dit espérer que cela se produira incessamment. Déclaration faite alors que Kinshasa et Washington négocient un accord sur les minerais en échange de la sécurité. Mr. President. Répondant aux questions d'une journaliste sur les grandes annonces faites sur son réseau social concernant les conflits RDC-Rwanda, le président américain Donald Trump s'est dit optimiste quant à la normalisation des relations entre Kinshasa et Kigali dans les tout prochains jours. Donald Trump croit au retour de la paix au Rwanda et en République démocratique du Congo. Nous avons, je crois, une excellente nouvelle à venir avec le Rwanda et le Congo. Je pense que vous allez voir la paix à Kigali et à Kinshasa et dans quelques autres pays de la région. Ce serait une chose parfaite. Nous espérons vraiment que cela va se concrétiser. Au sujet du projet du corridor de Lobito, Donald Trump a annoncé l'investissement des grosses sommes d'argent. Mon administration va s'atteler à investir plus de 6 milliards de dollars dans les corridors angolais de Lobito, qui permettra essentiellement de transporter des magnifiques minerais depuis le Congo, l'Angola et plusieurs autres pays. Nous voulons faire des belles choses tout en gardant la paix. Ces déclarations de l'actuel locataire de la Maison-Blanche interviennent quelques jours après la signature vendredi à Washington d'une déclaration de principe entre les ministres des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba, et du Rwanda, Olivier Nduhungi Rere. Sous la médiation américaine, Kinshasa et Kigali se sont engagés à élaborer d'ici le 2 mai un avant-projet d'accord de paix commun sous la coordination de la Communauté d'Afrique de l'Est, de la SADC et avec l'appui de l'Union africaine. La déclaration prévoit entre autres des engagements sur la souveraineté. Pour rappel, la République démocratique du Congo et les États-Unis sont en pleine discussion sur un éventuel prochain accord sur les minéraux en échange de la sécurité. D'après les dernières nouvelles, ces échanges vont bon train.
Kinshasa, le phénomène braquage persiste malgré les procès organisés en mars au bistrot de Martin Bakolé où 7 bandits armés ont été condamnés à mort par les tribunaux militaires de garnison de Kinshasa-Gombe. Hier lundi 28 avril, de tensions ont éclaté dans le quartier Lemba Terminus où un braquage a eu lieu dans un shop mobile monnaie. Aucun mort n'a été signalé, mais les hommes armés avaient en possession des sacs à main. La ville de Kinshasa fait face à une montée inquiétante de l'insécurité diurne. Depuis le début de cette année 2025, plusieurs cas de braquage ont été signalés dans différents quartiers de la capitale congolaise, dont le plus médiatisé reste celui visant les shops du boxeur congolais Martin Bakolé installé sur le rond-point des Huileries et celui de Lemba Terminus ce mardi 28 avril à 16h où des hommes armés non cagoulés ont attaqué un shop d'échange de monnaie et des transactions emportant argent et autres biens de valeur, dont les téléphones, sous les regards stupéfaits des témoins, dont cette vendeuse visiblement traumatisée par cette scène horrible digne d'un film hollywoodien. Quelques jours plus tôt, dans la commune de Bandalungwa, un autre braquage similaire avait sémé la panique. Un jeune débrouillard a été violemment agressé et dévalisé en plein jour. L'opinion provinciale, inquiète, s'interroge sur la nature de ces jeunes délinquants qui défient tous les services de sécurité en plein jour, d'autant plus que ces braquages se déroulent pour la plupart des temps près des commissariats de la police, mais qui n'arrivent jamais au moment opportun. Sont-ce des agents de l'ordre déguisés ou se procurent-ils ces armes? Ces questions demeurent et la peur s'installe dans les rues de Kinshasa. La population attend des réponses fermes car si la spirale de l'insécurité diurne se poursuit, la méfiance risque de s'installer. Dans un élan de solidarité au FARDC en cette période de mobilisation générale, plusieurs organisations emboîtent le pas à l'effort de guerre. Le ministre de la Défense, Guy Kabombo, a reçu une délégation du comité de récolte de fonds pour les FARDC, une structure provinciale rattachée au gouvernorat du Kasaï central. Conduite par la ministre provinciale des Affaires humanitaires et sociales, Marie-Isabelle Bapende, la délégation a présenté au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, une enveloppe de 14 716 $ et 23 millions de francs congolais. Résultat de la première phase de la collecte des fonds dans le Kasaï central, en faveur des hommes en uniforme qui sont engagés au front. Pour Nathalie Kambala, vice-présidente de cette commission provinciale, cette collecte est une première d'une longue chaîne dans la mobilisation et soutien au FARDC, tel que sollicité par le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le cadre de l'effort de guerre. Nous sommes les comités institués par le gouvernement provincial pour collecter les fonds pour accompagner le FARDC qui sont aujourd'hui au front à l'est du pays d'une guerre nous imposée par les étrangers. Voilà pourquoi le gouverneur de province a dépêché rapidement la présidente de cette commission, qui est la ministre des Affaires humanitaires, ensemble avec son comité, venir ici déposer officiellement la première tranche que nous avons reçue, mobilisée par toutes les couches de la population. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons déposé 14 116 $ américains et 23 414 314 francs congolais que nous avons déposé, mais l'opération continue parce que l'arrêté qui nous a institué nous avait donné pratiquement 3 mois pour travailler pour ce collecte de fonds. Reconnaissant pour ses gestes salutaires au profit des FARDC, Guy Kabombo Mwadianvita a remercié la représentation du Kasaï central pour cet élan de solidarité qui témoigne leur attachement et leur soutien à l'armée régulière FARDC et au groupe d'autodéfense Ouazalendo qui combattent nuit et jour pour défendre l'intégrité territoriale. Vous allez évidemment le constater avec moi, des terrasses et des églises qui poussent comme des champignons à travers le coin et recoins de la métropole Kinshasa, mettant parfois et très souvent d'ailleurs le droit des uns et des autres en péril. Une affaire qui soulève les débats sur la lutte contre la nuisance diurne et nocturne. Et pourtant, ce fléau a été visé par la campagne d'appel au civisme routier doublé d'une chasse aux antivaleurs, principalement le phénomène Kuluna lancé hier par la brigade spéciale de protection de l'environnement et du bien-être social. À Kinshasa, la prolifération des églises et des terrasses est devenue un phénomène inquiétant qui met en mal la paix sociale. Il est difficile, voire impossible, de faire 100 mètres
sans tomber sur une église ou un bar fonctionnant dans l'anarchie et en violation de la loi. On doit d'abord arrêter avec les bars. Les bars doivent être dans des lieux publics, pas dans des zones comme dans des quartiers, dans des parcelles. Non, ça ne doit pas être là. Selon dans des zones publiques, et ça reste dans des zones publiques. Dans des quartiers, il y a du calme. Et alors c'est ça, lorsque ça arrive, ça perturbe l'engouement, ça met de l'ambiance, une ambiance malsaine qui n'est pas propre. Alors voilà, je préférais que cela soit dans des lieux publics, des lieux réservés rien que pour des bars. Alors lorsque les gens auront besoin des bars, qu'ils aillent là-bas pour écouter de la musique, ou quoi que ce soit. Deuxièmement, ça doit être dans des zones fermées, comme dans l'ancien temps. Le temps de Mobutu, des bars étaient dans des zones fermées, dans des parcelles très bien fermées. Pour connaître qu'il y a un bar ici, il faudrait qu'on te le montre. Pour moi, en fait, pas diminuer musique, pas diminuer vraiment, parce que sa musique m'a cassé, on a dérangé vraiment battu. S'il y a moyen, on peut créer le bon endroit approprié pour la banque. Pour beaucoup, la responsabilité incombe à l'État qui n'agit pas suffisamment pour établir l'ordre sur la place publique en faisant respecter les dispositions légales. À son arrivée à la tête du ministère de la Justice, Constant Mutamba avait annoncé la suspension de la délivrance du F92 donnant 1 mois aux églises et aux ASBL pour se procurer la personnalité juridique. Le garde des Sceaux congolais avait aussi décidé d'interdire l'installation des nouvelles églises à moins de 500 mètres par rapport à d'autres. Mais fort malheureusement, toutes ces mesures souffrent encore d'application. On va parler de la question du travail des enfants qui fait belle lurette à Kinshasa, une réalité qui contredit les dispositions légales en rapport avec les droits de mineurs. Mais comment expliquer l'inattention des autorités face à cette situation ? Et puis, les thèmes de cette année de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail s'est appesanti sur une question de l'heure, le rôle de l'intelligence artificielle et de la numérisation au travail. La campagne veut mettre en lumière la manière dont les nouvelles technologies transforment la santé et la sécurité au travail, notamment par l'autonomisation de tâches, l'utilisation d'outils qui simplifient le quotidien des travailleurs. À Kinshasa, un grand événement a été organisé sur cette question autour du ministre de la Santé et de l'Emploi. Elle est un outil incontournable aujourd'hui. L'intelligence artificielle est le lot de plateformes numériques qui l'accompagnent. En RDC, le thème a été adapté à la réalité du moment, l'émergence de la couverture santé universelle. Le thème pour célébrer la dite journée est prévention des risques professionnels face aux défis de la transformation numérique et face à la mise en œuvre effective de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Oui, en RDC, c'est un problème important, la couverture santé universelle. Les travailleurs sont souvent ignorants de leurs droits et sont exposés à plusieurs risques. Le ministre de la Santé a abordé cette question de la prévention des accidents et de la création d'un environnement sain et productif. Nous assistons tous les jours aux efforts de nos compatriotes à redresser ce pays grâce à leur travail. Mais aussi nous assistons tous les jours à la dégradation de leurs conditions de vie à cause de leur travail. Je joins ma parole et ma voix à celle de mon collègue de l'emploi et du travail pour noter avec effroi la perte en vies humaines de nos vaillants militaires dans le cadre de leur travail, la perte parfois de leurs membres, les rendant handicapés, souvent à vie. Les efforts sont encore à fournir pour renforcer le cadre juridique, a reconnu également le ministre de la Santé, Roger Kamba. Il est vrai que nous devons faire évoluer notre dispositif légal et législatif, aussi bien celui du Code du travail que celui de la loi sur la santé, pour que nous puissions avoir une réponse exhaustive de toutes les questions qui sont posées. La RDC est donc confrontée à plusieurs défis en ce moment. D'un côté, assurer l'intégration de l'outil numérique et de l'intelligence artificielle. De l'autre côté, renforcer les mesures de sécurité et de santé au travail. En dehors de nos frontières, une panne d'électricité sans précédent a paralysé hier lundi une grande partie de l'Espagne et du Portugal, entraînant l'arrêt des trains, la coupure de services téléphoniques et la fermeture de feux de signalisation. Le retour à la normale a été signalé ce mardi, rapportent plusieurs sources.
Le retour complet à la normale était attendu avec impatience en Espagne comme au Portugal après une longue journée passée à jongler avec les difficultés entre métros fermés, bus saturés, trains bloqués et communications extrêmement difficiles. Cela a permis de rétablir le trafic ferroviaire sur plusieurs grands axes dont Madrid-Séville et Madrid-Barcelone alors que le trafic est resté suspendu sur plusieurs autres grands axes. Selon les premières informations, il s'agirait d'un problème dans les réseaux de transport d'énergie électrique. Rappelons qu'en Europe, une défaillance du réseau allemand le 4 novembre 2006 avait plongé dans les noirs 10 millions de personnes, dont la moitié en France et le reste en Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Italie et Espagne pendant près d'une heure. 3 ans auparavant, l'Italie tout entière avait été privée d'électricité le 28 septembre 2003. Au Canada, le parti libéral du Premier ministre Mark Carney, qui a fait la campagne sur fond des menaces représentées par le président américain Donald Trump, a remporté ce mardi les élections législatives du 28 avril. Les résultats du vote, encore préliminaires, ne permettent pas toutefois de déterminer si le Premier ministre disposera d'une majorité au Parlement. Mark Carney sera reconduit à son poste, mais il hérite d'un pays scindé en deux. Il s'agit d'un 4e mandat successif remporté par les libéraux à la tête du pays. Ils sont néanmoins au coude à coude avec le Parti conservateur, avec respectivement 43,51% des votes selon des résultats partiels donnés par la radio canadienne à 10 heures. En sport, la Ligue des champions poursuit son bonhomme de chemin. 4 équipes vont s'affronter cette semaine. On prend le rappel des titres. Il faut rester vigilant quant au processus initié par Doha et Washington. C'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie belge, Maxime Prévost, à l'issue des échanges avec le président Félix Tshisekedi à Kinshasa. Malgré la condamnation à mort de 7 bandits armés auteurs du braquage au bistrot du boxeur Martin Bacolé le mois dernier, un autre cas de braquage a été signalé dans un shop de mobile monnaie à Lemba hier lundi. En sport, début ce mardi de demi-finale de la Ligue des champions européenne avec une grande rencontre à l'affiche. Arsenal-PSG pour la phase aller. Le FC Barcelone jouera l'Inter Milan demain mercredi 30 avril. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. C'est avec Héritier Tamboué que nous allons fêter les journaux parus ce mardi. Bonjour Héritier. Merci beaucoup Bédrine et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. On ouvre votre revue avec ce sujet crise RDC-Rwanda. La signature sous médiation américaine d'une déclaration de principe suscite autant d'espoir que des réserves stratégiques. Tout à fait, Bédrine. On ouvre d'ailleurs notre revue de presse avec ce titre assez provocateur du site d'information Les Journaux de Kinshasa.com qui mentionne Trump force la paix entre la RDC et le Rwanda, business, minerais et diplomatie. Choc selon ce média. Le président américain a proclamé une victoire sans précédent après la signature d'une déclaration de principe vendredi à Washington, posant les bases d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et les Rwanda. Pour la première TV.cd qui écrit RDC signature de la déclaration des principes RDC Rwanda, Donald Trump salue l'accomplissement d'un travail sans précédent. Dans ces documents, Kinshasa et Kigali s'engagent à respecter leurs frontières, à promouvoir l'intégration économique régionale en renforçant la transparence sur les chaînes d'approvisionnement de minerais critiques et à faciliter le retour des réfugiés et déplacés internes. RDC Rwanda, le pari risqué de Trump et Tshisekedi pour une paix sous influence américaine. Titre de son côté CongoQuotidien.com qui rapporte que dans un contexte géopolitique volatile, la République démocratique du Congo se retrouve au cœur d'une recomposition diplomatique inédite. La signature Bédrine sous médiation américaine d'une
une déclaration de principe entre Kinshasa et Kigali suscite, comme vous l'avez dit, autant d'espoir que de réserves stratégiques. Le président américain Donald Trump, en position de faiseur de paix régionale, poursuit CongoQuotidien.com à marteler son engagement à soutenir une trajectoire de paix irréversible. On va boucler avec la succession du pape François, un cardinal italien condamné pour fraude, renonce au conclave prévu le 7 mai prochain. Eh bien, selon le média Libération, il s'agit du cardinal Angelo Becciu qui a annoncé ce mardi qu'il renonçait à participer au conclave. C'est pour obéir à la volonté du pape François décédé. Âgé de 76 ans, rapporte Libération, ce cardinal avait été condamné fin 2023 en première instance à 5 ans et demi de prison au terme d'un vaste procès de 2 ans autour d'une opération financière du Saint-Siège. Pour France Info, qui revient avec ce même titre, Bédrine Kenge, Monseigneur Becciu, qui a fait appel de sa condamnation, participe toutefois aux réunions quotidiennes à huis clos de l'ensemble des cardinaux pour préparer le conclave. France Info note que son procès avait concerné un gros investissement dans un immeuble de luxe à Londres qui avait entaché l'image de l'Église en mettant en évidence l'utilisation imprudente du denier de Saint-Pierre, la grande collecte annuelle des dons dédiés aux actions caritatives du pape. Voilà qui va mettre fin, Bédouin King, à notre revue de presse de ce mardi. Merci Rissé Tamboua pour cette revue de presse. À vous tous également, merci de votre fidélité. Ce journal est complètement terminé. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.